Alors, je vais raisonner en deux temps. D'abord, je vais peut-être réexpliquer pourquoi le sujet que vous traitez aujourd'hui et le sujet qui est traité par l'association me semble si important, mais je ne suis pas médecin, donc je vais raisonner en tant qu'économiste, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vais réagir à tout ce que j'ai entendu cet après-midi. Je suis désolé, je vais fouiller un peu dans les papiers, ce que j'aime pas faire, mais j'ai pris pas mal de notes. Premier sujet, pourquoi est-ce que la question du bon usage du médicament, elle est importante? Alors évidemment, elle est importante médicalement, mais ça c'est votre métier, c'est pas le mien, et ça semble tomber sous le sens, mais elle est très importante économiquement parce que, pour le dire très brutalement, dans le système de santé ces prochaines années, il va falloir trouver énormément d'argent. Il va falloir trouver beaucoup d'argent et il va falloir trouver de l'argent très différemment de la façon dont on l'a fait ces dernières années. Pour la raison suivante, on a aujourd'hui une mutation absolument extraordinaire dans le domaine de la santé. Vous savez que cette mutation, elle concerne aujourd'hui tous les secteurs. C'est ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle, hein, la convergence de trois types de technologies, les technologies du numérique, les technologies de la robotique, les technologies de l'intelligence artificielle. Et donc ça change évidemment l'ensemble du spectre technologique et l'ensemble du spectre économique. Mais il y a quelques secteurs dans lesquels le bouleversement est plus important. Le secteur de l'énergie, secteur des transports, secteur de la culture et le secteur de la santé. C'est toujours comme ça d'ailleurs, hein. Quand vous regardez toutes les grandes mutations de l'histoire de l'humanité, vous pouvez toutes les prendre, hein, du siècle de Périclès au 19e siècle en passant par la Renaissance. L'un des secteurs, l'un des domaines, parce que c'est anachronique de parler de secteur évidemment quand j'évoque le siècle de Périclès, mais l'un des domaines qui évolue le plus, c'est le domaine de la santé, ce qui est très logique au fond. Avec le domaine des transports, c'est très logique, hein. C'est parce que les deux grands problèmes de l'humanité, c'est se déplacer et se soigner, hein. C'est les deux grands problèmes fondamentaux. Tout le reste admet des solutions. En revanche, le fait qu'on puisse pas se téléporter et qu'on meure, ça, pour l'instant, on n'a pas réussi à donner des solutions définitives à ça. Et donc, voilà, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de progrès à chaque fois qu'il y a de l'innovation dans ces domaines-là. La spécificité de l'innovation en santé, c'est d'une part qu'elle coûte cher au début, et d'autre part qu'il faut en faire bénéficier tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique. En tout cas en Europe, hein, ce que je dis là est peut-être moins vrai dans d'autres pays qui ont des problématiques un peu différentes. La Chine a une problématique particulière aujourd'hui. La Chine fait monter son système de santé en valeur, mais elle se soucie un peu évidemment des questions d'équité, mais bien évidemment moins que nous. Les Américains, c'est un peu différent aussi. Comme vous savez, ils ont essayé de faire des réformes en faveur de l'équité, mais elles ont été remises en cause politiquement. Donc, mais en Europe, en tout cas, et tous les pays européens, d'ailleurs, à des degrés divers et de façon différente, mais essaient de faire la même chose, c'est-à-dire essaient de concilier l'innovation, y compris l'innovation très coûteuse au début, avec de l'équité. Alors l'équité, qu'est-ce que c'est? Intellectuellement, c'est très simple, hein, c'est faire en sorte que tout le monde, quelle que soit sa condition, son âge, l'endroit où il habite, ses revenus, etc., puisse accéder à peu près à la même qualité de soins et si possible la meilleure possible. Voilà, ça c'est l'objectif. Je ne dis pas que c'est tout le temps respecté, mais enfin, en Europe, c'est pas si mal respecté, et en tout cas, c'est l'objectif. Alors, il faut bien voir que c'est très difficile, hein, dans les faits, à faire respecter, parce que quand vous regardez l'innovation thérapeutique, mais l'innovation en règle générale, vous regardez les coûts de l'innovation, ça suit toujours une courbe décroissante, mais qui part de très haut. C'est-à-dire que l'innovation, ça coûte cher. Si vous prenez l'innovation, je parlais des transports, l'innovation dans le transport aérien, par exemple, avant de devenir abordable, c'est-à-dire entre l'invention de l'aéronautique civile et les compagnies low cost, vous avez 70 ans, vous voyez. Donc ça prend du temps. Alors nous, évidemment, on ne peut pas attendre 70 ans pour faire en sorte que les gens qui sont malades puissent bénéficier d'immunothérapie. On ne va pas leur dire il faut attendre que le marché soit suffisamment large pour qu'on ait amorti les coûts, etc. Puisque déjà les gens en bonne santé ici, dans 70 ans, ils seront morts. Donc ceux qui sont malades, a fortiori. Bon. Donc on ne peut pas faire ça. Donc il faut aller extrêmement vite en essayant d'absorber les coûts tout de suite. Et vous voyez, c'est cette problématique, hein, très concrète à laquelle on est confronté aujourd'hui. Alors je vais te dire, puisque tu m'as demandé d'être brutal, mais c'est pas brutal en réalité, hein, c'est seulement de la lucidité. On a déjà des tensions sur nos systèmes de santé, des tensions en termes de coûts sur nos systèmes de santé pour des raisons que vous connaissez bien, le vieillissement, les maladies chroniques, tout un tas de choses. Et en fait, ces tensions qui existent depuis déjà longtemps, hein, les maladies chroniques, ça date pas de 2017 et le vieillissement, ça date pas de 2015. Mais ces tensions, elles vont être sublimées en quelque sorte
par l'innovation thérapeutique, qu'on voit très bien dans un domaine que je connais bien du point de vue économique, sur lequel je travaille beaucoup, qui est la cancérologie, où là, vous voyez très bien, et ça accélère en plus. C'est-à-dire que moi, tous les cancérologues, les oncologues, je ne sais pas s'il y en a dans cette salle, me disent que sur l'immunothérapie, par exemple, quand même, la surprise de ces dernières années et de ces derniers mois, c'est qu'on s'est rendu compte que ça marchait pour un nombre de cancers beaucoup plus important que ce qu'on avait pensé initialement. Donc, on voit bien. Alors, c'est formidable. Tout ça est absolument passionnant et intéressant parce que c'est le progrès qui se matérialise sous nos yeux. Mais, et là, on en vient au cœur de notre sujet. Si on veut faire en sorte, et on doit faire en sorte, grand objectif politique et social des États européens, si on veut faire en sorte que tout le monde, tous les gens qui en ont besoin en tout cas, puissent avoir accès à ce type de traitement, ça veut dire qu'il faut être très imaginatif sur là où on va monter en efficacité et là où on va réduire les coûts. Parce qu'on peut toujours réduire les coûts, comme on l'a déjà fait, en baissant les prix de médicaments, en baissant les rémunérations de tel ou tel offreur de soins. Mais on comprend bien, c'est pas à vous que je vais expliquer ça, mais on comprend bien que ça a forcément des limites. Il y a forcément un moment où c'est plus efficient. On a certainement eu raison de le faire il y a quelques années. Puis si j'étais directeur général de l'assurance maladie ou ministre de la Santé, je me sans doute plierais aussi à ce jeu. Mais si on y réfléchit 3 secondes, on voit bien que on ne peut pas faire que ça. Ça a forcément des limites. Donc il faut réfléchir autrement. Et c'est vrai que sur les questions de mésusage des médicaments, on voit toujours passer des chiffres qui sont des chiffres incroyablement élevés. Alors, vous avez cité le chiffre de 10 milliards d'euros. En tout cas, c'est vrai que les chiffres qu'on voit passer, je n'ai pas expertisé moi-même le sujet, donc je ne veux certainement pas dire de bêtises, mais ce sont de toute évidence des chiffres très importants et qui relèvent de plusieurs milliards d'euros. Donc là, on voit bien qu'on a un problème d'efficience qui est à la fois thérapeutique mais aussi économique, qui est quelque chose qui est très important. Donc on a un levier qui est absolument majeur. Si on peut récupérer, en luttant contre le mésusage des médicaments, si on peut récupérer quelques milliards d'euros en améliorant le système, il faut absolument le faire, parce que c'est pas punitif, si vous voulez. C'est bon pour les patients, c'est ce que vous avez expliqué, puisque vous avez même rappelé que ça générait en plus des décès. Donc, d'ailleurs, au passage, ces décès, parce que j'ai quand même une formation d'économiste, dont je me souviens un peu, ces décès ne sont pas pris en compte dans ces milliards d'euros. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous voulez faire des études économiques globales, un peu exhaustives, vous prenez en compte un coût financier, mais ce qu'on appelle les décès prématurés, les décès évitables, ça a aussi un coût pour l'économie, puisque c'est des gens qui ne travaillent pas, qui ne cotisent pas, qui ne payent pas d'impôts, qui ne consomment plus. Une fois que vous êtes mort, vous ne faites plus tout ça. Et donc, c'est une perte pour la collectivité. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Donc, ce type de dysfonctionnement, il faut absolument qu'on arrive à les résoudre. Et alors, j'en viens donc à la deuxième partie de mon exposé. L'après-midi était très passionnante. Alors, j'ai essayé de faire des regroupements un peu pour mettre de l'ordre dans tout ce que j'ai entendu. Et en réalité, il y a 3 types d'innovations, si je résume. Il y a des innovations qui sont des innovations, je dirais, organisationnelles, c'est-à-dire notamment ce que tu décrivais, Gilles, c'est-à-dire comment est-ce que les pharmacies peuvent contribuer à une meilleure observance des médicaments. Donc ça, c'est rendre de nouveaux services, se faire rémunérer autrement, étendre les compétences des uns et des autres. Donc ça, c'est de l'innovation organisationnelle. Donc c'est évidemment très, très important. On a aussi beaucoup entendu ça dans le cadre des EHPAD. Donc, voilà. Donc ça, c'est le premier type d'innovation. Deuxième type d'innovation, l'innovation technologique, bien évidemment. Alors là, je viens sur des terrains qui me sont très familiers. Bon, c'était typiquement votre présentation, mais il y en avait d'autres. Alors ça, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est le fait que l'innovation organisationnelle, en fait, c'est presque plus compliqué que l'innovation technologique, parce que l'innovation organisationnelle, ça se heurte à des habitudes, il faut bouleverser des structures, c'est pas facile. L'innovation technologique, je dis pas que c'est facile, mais comme on est quand même très aidé par
les évolutions technologiques fondamentales, ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire le fait que les ordinateurs, les smartphones, etc., soient de plus en plus efficaces, hein, leur puissance double tous les 18 mois, et on est tranquille à peu près jusqu'à 2030. Après 2030, on verra, mais on sait que ça va encore doubler tous les 18 mois jusqu'à 2030. Les nanotechnologies, le fait que notamment dans le domaine médical, tout est de plus en plus petit. L'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, dans le domaine médical et dans le domaine de l'observance, je réfléchissais à ça en vous écoutant. C'est très important parce que l'intelligence artificielle, en 3 mots, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est très mal compris l'intelligence artificielle. Les gens se plantent complètement. Il y a toujours 2 erreurs dans l'intelligence artificielle. 1, considérer que c'est pas important. 2, considérer que c'est tellement important et tellement développé que ça va nous tuer. Pour ceux qui sont addicts aux séries Netflix, c'est-à-dire pour ceux qui sont abonnés à Netflix, vous voyez tout à fait de quoi je veux parler. Bon, en fait, ce sont 2 écueils. L'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qui utilisent des données pour résoudre des problèmes concrets. Voilà, c'est ça. Ce qui est important dans ce que j'ai dit, le terme le plus important, en réalité, c'est le terme données. Bon. Et comprenez bien que plus il y a de dispositifs médicaux, plus on accumule de données, plus l'intelligence artificielle, elle fonctionne mieux presque d'elle-même, si vous voulez, parce que son carburant, c'est les données. Donc plus vous lui mettez de données, plus elle est performante. Et notamment, mieux elle est capable de connaître les gens. Si je fais une analogie avec Netflix, Netflix vous connaît parfaitement bien parce qu'il sait ce que vous regardez, à quel moment vous regardez, à quelle fréquence vous regardez, est-ce que vous regardez plusieurs fois, où est-ce que vous le regardez, parce qu'en fait, l'algorithme est tout à fait capable de voir selon la position de votre smartphone si vous êtes dans le lit, dans le train, dans l'avion, au bureau, etc. Donc, il sait énormément de choses. Bon. Mais dans le domaine de... Vous imaginez, si on réfléchit à l'IA et l'observance des médicaments, notre sujet du jour, tout ce qui je dis n'importe quoi, enfin c'est pas tout à fait n'importe quoi, mais à partir du moment où vous avez des boîtes connectées, voire des pilules connectées, vous imaginez tout ce qu'on peut savoir. Donc, et ça, c'est quelque chose qui va arriver. Il se trouve que j'ai accompagné les PME françaises cette année, vous savez, au CES de Las Vegas, là, le grand roadshow de l'innovation. Et là où il y avait, je l'ai écrit d'ailleurs ici ou là où il y avait le plus de choses, c'était les objets connectés en santé. Y compris d'ailleurs ce qu'on appelle les baby tech, c'est-à-dire les objets connectés en santé pour les bébés. Et c'est là où il y avait le plus de trucs. Ce n'était pas d'ailleurs toujours des choses extrêmement disruptives, hein. Ce n'était pas des choses forcément spectaculaires, mais ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est que c'est des choses qui permettent d'accumuler des données. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous connectez les bébés, par exemple, donc vous avez des capteurs sur les vêtements des bébés qui permettent de collecter du rythme cardiaque, la température, la sueur, etc., tout un tas de choses. Quand vous avez 10 millions de bébés qui sont connectés, évidemment, la science va faire des progrès, hein. Et si, en plus, on sait quels sont les bébés parmi ceux-là qui ont pris tel ou tel type de médicament et quels sont les effets, etc., votre boîte va être considérablement valorisée, donc vous allez devenir riche et pouvoir la revendre à des Américains ou à des Chinois, donc c'est très bien pour vous et très mauvais pour la France. Mais on va avoir des progrès qui sont absolument colossaux. Donc, deuxième type d'innovation, la technologie. Troisième type d'innovation, on en a aussi pas mal parlé cet après-midi, les questions de formation, parce qu'on voit bien qu'on entre dans des nouvelles contraintes et dans un nouveau monde technologique. Et ce que je dis là, d'ailleurs, n'est pas du tout uniquement circonscrit à la santé, mais de façon générale, et c'est normal, hein, quand je dis ça, c'est pas du mauvais esprit, c'est pas une critique, c'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça, mais on entre dans le 21e siècle avec les systèmes de formation du 20e siècle, donc ils sont pas adaptés, et il faut les adapter. C'est pas du mauvais esprit, hein, c'est une réalité absolument, absolument partout. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est que là, je fais des grands ensembles d'innovation, hein, innovation en formation, en organisation, en techno, mais en réalité, en vous écoutant, je me disais, tout va converger. C'est-à-dire que ceux qui font de la formation vont de plus en plus utiliser de l'innovation technologique et ils vont devoir se réorganiser, donc faire de l'innovation organisationnelle. Ceux qui font toi qui fais de l'innovation essentiellement organisationnelle et qui luttent auprès de l'assurance maladie pour pouvoir être rémunéré pour tel ou tel truc, tu vas mettre en réalité beaucoup de technologie aussi ces prochaines années, ou en tout cas beaucoup plus de technologie dans tes pharmacies. Puis tu vas avoir besoin de gens formés différemment. Donc on voit bien que en fait, c'est l'ensemble qui est en train de changer et toutes ces dimensions doivent converger. Et pour que ces dimensions convergent, et ce sera ma conclusion pour rester dans les 15 minutes, il y a 2 nécessités. Première nécessité, il faut lutter contre les corporatismes qui sont très forts dans votre secteur. Je peux le dire parce que j'en fais pas partie.
Donc je le vois de l'extérieur. Non, non, mais c'est très fort. Et je vous le dis même, puisqu'on est vraiment là entre nous, on est entre amis. Hein, non, mais quand je vois de l'extérieur les querelles entre les médecins, les pharmaciens, les hôpitaux, mais je me dis, mais c'est quand même un truc de dingue, quoi. Alors je suis pas naïf, hein, je comprends parfaitement qu'on défende ses intérêts. Je suis pas naïf et pas complètement idiot, donc c'est parfaitement légitime de défendre ses intérêts, que les médecins défendent leurs intérêts quand les pharmaciens veulent étendre leurs compétences, je comprends parfaitement ça. Mais ça, c'est le meilleur moyen pour que tout le monde crève ensemble. Voilà. Donc, si vous voulez, ça peut être les visions corporatistes, elles peuvent avoir leur utilité à court terme, mais à moyen long terme, tout le monde est mort. C'est aussi simple que ça. Tout le monde est mort, j'exagère. Mais le système se dégrade et tout le monde s'appauvrit, en tout cas. Voilà. Tout le monde n'est pas mort, mais tout le monde s'appauvrit. Or, quand vous êtes dans un truc d'innovation, de destruction créatrice comme aujourd'hui, bah forcément, les compétences des uns s'étendent. Vous voyez, donc, et les frontières entre les disciplines, forcément, se réduisent. Et en fait, si on était des gens visionnaires, au lieu de venir dans ce bâtiment ou dans d'autres bâtiments pour dire protégez-nous, on devrait leur dire non, aidez-nous au contraire à casser les barrières. C'est pas ce qu'on fait. Hein. Quand vos représentants vont dans ces locaux, ils demandent à être protégés. Bon. Alors, en fait, c'est une vision de court terme, mais il faudrait bien évidemment faire l'inverse. Pour prendre un exemple très précis, les médecins devraient dire oh, mais il faut absolument que tous les pharmaciens vaccinent et que nous, on ne fasse plus un seul vaccin. C'est ça ce qu'ils devraient dire, les médecins, pour faire des trucs mieux et plus rémunérateurs. Voilà. Bah oui, évidemment. Donc, mais ils ne le font pas. Bon, je prends cet exemple, pas du tout hein, pour stigmatiser les médecins ici, hein, parce qu'il me vient à l'esprit, mais je pourrais faire la même remarque pour d'autres professions. Donc ne le prenez pas du tout comme une critique adressée aux médecins. C'est pas du tout ça. C'est simplement, vous voyez, parce que moi, comme je suis pas dans le secteur, je peux vous dire ce que je comprends et ce que je vois de l'extérieur. Je dis pas que j'ai forcément raison, mais je peux vous donner mon sentiment. Et puis le dernier point, on a eu une présentation sur les vaccins qui m'a absolument passionné. Alors, on sort peut-être un tout petit peu de la question du bon usage du médicament, mais en fait, en vous écoutant et en écoutant, alors là encore, vous allez me détester, mais en écoutant mais les chiffres que vous avez vous-même rappelés sur la part des personnels médicaux qui sont vaccinés, ce qui me fait quand même flipper grave, je me suis dit, au fond, derrière la question, derrière le problème de la mauvaise observance, du mauvais usage, du mésusage des médicaments, je crois qu'il y a quelque chose de très profond. Il y a le fait que, comment dire, dans notre société, en ce moment, tous les piliers en matière de savoir ont perdu leur crédibilité. C'est-à-dire que les gens ne croient plus en rien. Ils croient plus dans les vaccins. Alors, en même temps, avec des préférences très intransitives, parce que les gens ont très peur de la grippe, ils ont très peur du vaccin contre la grippe. Donc, en plus, les peurs sont absolument intransitives entre elles. Et c'est un peu la même chose en matière de médicaments, c'est-à-dire que les gens veulent être soignés, mais sans prendre leurs médicaments, parce que finalement, les laboratoires pharmaceutiques, on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans, et le médecin, il est sans doute pas très compétent. Et donc, on veut absolument ce médicament, mais pas forcément l'utiliser bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment, je crois, quelque chose là qui est très problématique dans nos sociétés. C'est ce qu'on appelle au fond les fake news. Hein. Et donc, à force d'être démago et de jouer l'égalitarisme, ça a parfaitement fonctionné. Tout se vaut. Tout se vaut. Et je sais de quoi je parle. Hein. Parce que moi, je me retrouve souvent dans des débats où on me dit vos chiffres, on n'y croit pas. Ce que vous dites est faux parce que vous êtes comme si. D'accord? Parce que vous habitez là, parce que vous gagnez de l'argent, parce que machin truc. On n'ose pas me dire parce que vous êtes juif, mais souvent on le pense. Hein. Vous savez, c'est Cédric Villani, je ne le suis pas en l'occurrence, je dis ça parce que je reçois beaucoup de menaces antisémites et je ne suis même pas juif. Mais ça n'a aucun... Comme m'a dit l'autre jour mon ami Raphaël Enthoven, ça te prouve que l'antisémitisme, c'est par tout le monde, pour tout le monde. Mais je clôt juste là-dessus parce qu'on est quand même, je pense, on dit quelque chose de notre sujet. Cédric Villani, l'autre jour, me racontait, avant de faire son rapport sur l'intelligence artificielle, il a fait un rapport sur l'enseignement des mathématiques. Et il me disait, écoute, c'est quoi ton dingue? Parce qu'il est allé dans les classes, et il est allé dans des classes où les élèves lui ont dit, mais vous savez, nous, le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, on n'y croit pas. Ah bon? Alors, attends, pourquoi vous n'y croyez pas? Parce que Thalès, Pythagore, on ne sait pas trop qui c'était, on ne sait pas trop d'où ils venaient, si ça se trouve, c'était des gens de l'élite mondialisée, etc. Et donc, on ne peut pas y croire.
je le dis sur le ton de la plaisanterie, c'est d'une gravité extrême, parce que c'est tous les piliers de la démocratie, de la science et de la médecine, même éventuellement d'une certaine façon, qui sont en train de s'écrouler. Et après, il ne faut pas s'étonner que quand un médecin ou un pharmacien, ou vous qui connaissez vos sujets, parle avec un patient, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des problèmes de communication, si vous voulez, puisque on considère que tout se vaut. Alors le monde de la santé est encore un tout petit peu protégé contre ça, parce que quand on est malade, nécessité fait loi, donc on a quand même besoin d'un traitement, mais en même temps, vous voyez bien, quand on regarde les vaccins, alors le vaccin, on n'en a pas besoin, puisque par définition, c'est préventif, un vaccin, mais enfin, c'est quand même notre santé qui est menacée. Et on voit bien que ces piliers de la connaissance et ces piliers de la crédibilité sont en train de s'écouler. Voilà, je crois que j'ai parfaitement tenu mon timing, moi aussi, comme vous.